Merci. La roue a été inventée il y a 6000 ans. Alors, c'est pas trop là, on va y venir. On est quelque part en Mésopotamie. La roue a d'abord été inventée pour faire de la poterie, donc horizontale. Et puis quelqu'un a eu l'idée de la mettre verticale, d'en prendre deux, de mettre un essieu entre les deux et d'en faire un char. Et avec le char, ils ont transporté leur culture et puis ils ont fait la guerre. Pour faire la guerre, ils avaient besoin d'armes. Quelqu'un a eu l'idée de mettre de l'étain dans le cuivre et c'est le début de l'ère du bronze, un métal beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. En faisant les guerres, ils ont aussi conquis des grands territoires. Et il leur a fallu trouver un outil pour administrer ces territoires. C'est l'écriture. D'abord, l'écriture cunéiforme en Mésopotamie, ensuite les hiéroglyphes en Égypte, et puis une écriture qu'on n'arrive toujours pas à déchiffrer dans la vallée de l'Indus. L'humanité n'avait quasi pas évolué depuis le Paléolithique. Et là, en un siècle, on a l'écriture, la roue, le bronze, sur 3 continents. La civilisation. Ce n'est pas une coïncidence. L'innovation fonctionne toujours comme ça. L'innovation fonctionne par vagues. Une autre vague que vous connaissez certainement, c'est au XVe siècle, avec les caravelles, qui ont permis à Christophe Colomb d'aller en Amérique, avec le corps humain, l'anatomie de Vézal, avec le système des montres, l'horlogerie, avec la perspective en peinture. Toutes ces inventions sont le résultat d'une première invention, l'imprimerie. Alors là, on est en 1440. Un jeune orphelin avec un grand esprit entrepreneur et qui aimait bien le vin, c'est important, Johann Gutenberg. Il savait très bien comment presser des raisins pour faire le vin qu'il adorait tant, et il a mis la même technique à profit pour presser des livres. Et puis il a peaufiné sa technique en faisant des caractères indépendants, chaque lettre en métal, c'est ce qu'on appelle les caractères mobiles. En 5 ans, il a réussi à faire 200 livres. Ça mettait du temps au début. Et dans le premier livre qu'il a fait, c'était la Bible. Il en reste encore une cinquantaine de copies dans le monde, dont 2 à Paris. Tout n'était pas aussi simple. Au début, évidemment, c'était les scribes qui écrivaient les livres à la main à l'époque. Et oui, ils ont eu peur de perdre leur emploi. Alors ils ont d'abord été dans les imprimeries pour essayer d'avoir des livres de qualité, et puis ils ont parti faire le vin et le fromage qu'on leur connaît actuellement. Au début, on a aussi pensé que les livres imprimés avaient plus d'erreurs. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, un livre écrit à la main avait quand même encore un peu plus d'erreurs que les livres imprimés. Et puis on a peaufiné la technique pour imprimer les livres. Et puis de grands philosophes ont pensé aussi que les livres imprimés comme ça, à la va-vite, sur une machine, ça pouvait faire perdre un petit peu les valeurs à l'humanité, leur faire perdre la mémoire, leur faire perdre la connaissance. Maintenant, on sait que les livres, en fait, ont transmis la connaissance. C'est une question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas? Je me souviens, il y a une trentaine d'années quand même, j'étais dans le tram et il y avait une personne en face de moi, les cheveux gominés, costume cravate, lunettes de soleil. On était à Bruxelles, donc il n'y avait pas vraiment de soleil, mais bon. Il sort un gros engin de sa poche. C'était la première fois que je voyais un téléphone portable. Alors évidemment, avec mes amis, on s'est un peu moqué, hein, on était jaloux sans doute. Ils compensent sans doute quelque chose, un complexe d'infériorité quelque part, on ne sait pas, voilà. 5 ans plus tard, on avait tous un téléphone portable pour rester en contact avec nos amis, avec nos familles. On ne pourrait pas vivre sans aujourd'hui, peut-être pour s'amuser un petit peu quelques jours, pour faire une expérience, mais pas vraiment. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on commence toujours par dire non avant de dire oui? Je vous présente la courbe de diffusion de l'innovation. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé au début de ma carrière dans les affaires européennes. J'ai lancé des sites internet pour voir un petit peu quels étaient les différents outils qui pouvaient être utiles. La plupart de mes sites internet n'ont pas dépassé les enthousiastes et les innovants. Alors, les enthousiastes et les innovants, en gros, les innovants, c'est ceux qui ont fait ces trous, et les enthousiastes, c'est ceux qui l'utilisent. Vous aurez toujours ces personnes-là parmi vos premiers clients, ils sont assez faciles à convaincre, ils sont relativement curieux. J'ai eu un site internet qui m'a fait un peu plus connaître dans le milieu de l'Europe bruxelloise, qui a atteint 1 million d'abonnés. Alors 1 million d'utilisateurs sur un site internet à Bruxelles, c'est en gros la majorité. La majorité d'entre vous sont pragmatiques ou sceptiques. Alors pragmatiques ou sceptiques, c'est à peu près la même chose. Les sceptiques disent non, et les pragmatistes disent
Oui, mais... Et à Bruxelles, on sait que oui, mais ça veut dire non. Et puis tout à droite, il y a les retardataires. On appelle ça les résistants. Alors, pour eux, s'ils vous demandent de les appeler sur leur téléphone, ce sera leur téléphone à la maison. Ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Par contre, ils ont des voitures. Il n'y a pas encore eu d'autres idées pour eux qui sont apparues. Alors ça, c'est un cycle qu'on apprend beaucoup quand on fait de l'entrepreneuriat, quand on lance des startups. Je suis certain que certains d'entre vous ont déjà vu ce cycle. Et on vous dit aussi que si vous arrivez à convaincre vos innovants et vos enthousiastes, les autres suivront. En France, 50% des startups font faillite en moins de 3 ans. Alors comme je n'avais pas envie de faire faillite, j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait derrière ce cycle, ce que ce cycle ne disait pas. Ce cycle représente les différentes catégories de personnes. Mais pourquoi on fait partie d'une catégorie? Est-ce qu'on peut changer de catégorie? Comment on fait pour changer de catégorie? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions-là, mais j'ai la réponse à une question. Pourquoi est-ce que la majorité d'entre nous sommes sceptiques ou pragmatiques? La première raison, je l'ai appelée la raison héréditaire, historique. Il y a des milliers d'années, il y avait plusieurs espèces d'êtres humains. Certains étaient braves et courageux, d'autres étaient totalement peureux. Les braves sont morts, et nous voici. La peur de l'inconnu nous a souvent sauvé la vie. Et il faut avouer que quand c'est nouveau, c'est pas toujours performant. Je ne voudrais pas être la première personne qui a mis son pied sur ces trous-là. Et ce n'est pas seulement par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas toujours, c'est aussi par rapport à notre zone de confort. Au plus on est dans une zone de confort, au moins on a envie de changer. Je vous donne un exemple. À mon bureau, j'ai 4 grands écrans. Alors, passer au casque VR, pour moi, ça pourrait être un peu plus difficile. Et pas seulement par rapport à moi, mais aussi par rapport à... Pour l'instant, mes 4 écrans, je les utilise très très bien. Mais peut-être certains d'entre vous ici utilisent déjà des casques VR. Est-ce que je vais arriver à être aussi performant que vous sur un casque VR? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a un besoin qu'on a identifié et on essaie de nous offrir un produit qui est différent de ce besoin. Par exemple, si je vais dans un magasin pour racheter un nouvel écran et que le vendeur me propose un casque VR, il aura peut-être raison, mais au début, il va me falloir un petit peu de temps pour m'y habituer. La deuxième raison, je vais l'appeler la raison culturelle, pédagogique. Depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, jusqu'à Wall-E, en passant par Matrix ou Interstellar, le futur est une dystopie. On est habitué à ce que les machines vont un jour contrôler les humains, qu'il n'y aura plus d'humains sur Terre, tout le monde sera gris, tout le monde sera triste, il n'y aura plus d'émotions. C'est ce qu'on appelle le mythe de Frankenstein. C'est la créature qui prend le contrôle du créateur. On dit aussi qu'on se prend pour Dieu en faisant ça. Bon, ici, je n'oserais pas. Mais on aime bien jouer à se faire peur. On a toujours bien aimé se faire peur. Mais on n'a pas encore créé la vie. On n'a pas créé la conscience. ChatGPT, ce n'est pas Gepetto. Ce n'est pas la même chose. Les machines font ce qu'on leur demande de faire. Et si les machines font une erreur, en fait, ce n'est pas la machine qui a fait l'erreur. C'est l'humain derrière qui a fait l'erreur. Évidemment, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. C'est normal. On ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, on ne comprend pas forcément plus ce qu'il y a derrière une voiture. Mais on a créé des protocoles. Les personnes qui l'ont fabriqué créent des protocoles pour nous aider à les utiliser correctement. On sait maintenant qu'il faut un permis pour conduire une voiture, qu'on ne prend pas l'ascenseur quand il y a un incendie, qu'on ne fume pas dans un avion, ça se faisait avant, qu'on regarde les pictos sur les produits chimiques qu'on achète, qu'on regarde les dates de péremption sur les produits qu'on achète aussi, sur les aliments. L'homme est devenu un petit peu un berger qui fait attention, qui crée des règles, qui crée des lois. Peut-être même que certains pourront dire qu'on fait trop de lois et qu'on nous prive de ces innovations créatrices. Bon, c'est peut-être pas dans cet édix-ci qu'on peut en parler, ce sera peut-être pour une autre fois. Pour l'instant, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la majorité des gens disent non à l'innovation, ou en tout cas disent non avant de dire oui. Eh bien, quand je demande autour de moi aux gens pourquoi ils n'utilisent pas ChatGPT un peu plus, ou une autre IA, que ce soit Gemini, que ce soit Mistral, la réponse que je reçois le plus souvent, c'est « j'en ai pas besoin ». J'ai joué un petit peu avec au début, je me suis amusé, je trouvais ça marrant, mais maintenant, j'en ai pas besoin. L'humanité a inventé un système pour imprimer des livres, et un siècle plus tard, il y avait des gens qui écrivent encore des livres à la main. L'humanité a inventé des téléphones portables, et encore aujourd'hui, j'en connais, il y a des gens qui sont accrochés à une cordelette à leur maison.
Tout le monde est d'accord pour dire que l'intelligence artificielle sera la grande innovation de notre siècle, la grande innovation de notre temps. Elle connaît la réponse à toutes vos questions, elle comprend ce que vous pensez, ce que vous dites, elle peut se souvenir de qui vous êtes. Et malgré tout, il y a des gens qui disent aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Ce soir, vous allez vous retrouver devant votre frigo, chercher peut-être quelque chose à manger. Vous n'aurez peut-être pas d'idée, ça arrive souvent. Prenez une photo, envoyez-la à ChatGPT. Il va pouvoir vous dire non seulement toutes les recettes que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre frigo, il va aussi pouvoir vous dire les produits que vous aimez, que vous n'aimez pas, les produits que vous avez déjà utilisés hier et que donc du coup vous n'avez pas utilisé aujourd'hui. Et si vous manque des aliments, il pourra même vous mettre la liste des aliments dans l'ordre des rayons du supermarché que vous utilisez de préférence. Vous êtes en voyage, vous regardez un menu, vous ne comprenez pas tout ce qui est marqué dessus parce que vous ne parlez pas forcément la langue, vous discutez avec le serveur, vous ne comprenez pas non plus. Prenez une photo et ChatGPT va pouvoir vous dire, ou n'importe quel autre IA, va pouvoir vous dire ce qu'il y a dans le menu, quels sont les plats que vous allez aimer, faire attention à vos allergies, faire attention si c'est piquant ou pas piquant selon vos goûts. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à faire des surprises, mais des surprises plaisantes et vous allez terminer votre repas. Combien de temps vous passez pour l'instant sur votre ordinateur? Je crois que vos enfants seront surpris. Ils seront étonnés. Ils vont dire, oh, il y a un clavier. Qu'est-ce que c'est? Un clavier, est-ce que tu en as un? J'ai envie de voir ça. Le clavier sera à l'ordinateur ce que la cassette est à la musique. Complètement dépassé. Et même sans ordinateur, je suis persuadé que vous avez déjà fait de ces brainstorming avec des petits post-it fluo et on vous demande de lister 5 idées différentes de celles du voisin. L'être humain n'est pas fait pour partir d'une feuille blanche, même si la feuille blanche est fluo d'ailleurs. L'être humain n'est pas fait pour partir de rien du tout. Je vous donne une astuce. Vous demandez à votre intelligence artificielle préférée d'écrire un contexte, d'écrire une histoire qui va mettre en contexte la problématique que vous voulez traiter dans votre brainstorming. Et vous lui demandez aussi de proposer 10 idées. Vous les mentionnez à vos équipes et comme ça on va pouvoir construire quelque chose. Moi, depuis que je fais ça, avant j'avais des brainstorming comme tout le monde. Au début c'est très silencieux, chacun se regarde un petit peu, qui va parler le premier, qui a une idée, personne. Et puis à la fin, on court, on a beaucoup d'idées, mais c'est l'heure d'arrêter, donc il faut passer à autre chose. Depuis que j'utilise l'intelligence artificielle dans mes brainstorming, on a des idées auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on est obligé de construire dessus. Il n'y a plus de « c'est mon idée, c'est ton idée », c'est l'idée qui se trouve au milieu de la table. On co-construit avec l'intelligence artificielle et on part sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. On est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et on a des idées qui sont bien meilleures. Alors aujourd'hui, je voudrais que tous ensemble, là, on soit enthousiastes par rapport à l'innovation. On découvre l'innovation. On découvre ça avec curiosité. Je ne roule pas en roue parce que je fais partie d'une catégorie ou d'un cycle ou à cause de cela. Je roule en roue parce qu'un jour, j'ai vu quelqu'un en faire et je me dis, tiens, ça pourrait me plaire. Donc j'ai essayé et ça m'a plu. Ça me donne l'impression de voler, l'impression de liberté. Moi, j'adore ça. Alors, je ne vous dis pas que la roue va être la grande révolution du siècle. Pas du tout. Pas du tout. Mais l'intelligence artificielle, elle le sera. L'intelligence artificielle va révolutionner le monde autant que l'imprimerie, l'électricité ou l'Internet l'a fait aujourd'hui. Ça, ce sera la grande révolution du siècle. Je sais, c'est difficile d'admettre que quelque chose que vous avez toujours fait va maintenant être fait en un clic, en un bouton, en quelques secondes. Mais on dit souvent que l'innovation nous fait perdre nos valeurs. Quelles valeurs? Moi, je n'utilise pas un lave-vaisselle ou une machine à laver parce que je suis paresseux. J'utilise parce que j'ai envie de passer mon temps à faire autre chose, m'occuper de moi-même, mon bien-être, les loisirs, mes amis, développer, comprendre. La simplification ne consiste pas à faire moins. La simplification consiste à faire mieux. C'est une manière de réaffirmer notre humanité, pas de la diminuer. Les innovateurs ont fait leur job. Maintenant, c'est à nous de contempler cela, de regarder cela avec enthousiasme, avec avidité. Alors choisissons l'espoir plutôt que la peur. Vivons dans le futur plutôt que dans le passé. Ensemble, façonnons un futur où chaque innovation est un pas de plus vers un monde meilleur. Faites confiance à l'humanité.